André Douzé raconte. Une émission du Musée de l'étrange. La chevauchée du Concile de Vienne. La destruction de l'ordre du Temple va se terminer, il faut entériner, il faut ratifier tout ça, et le Concile de Vienne va mettre une fin officielle, par écrit, à la chute du Temple. C'est terminé. Le Temple finit sa vie à Vienne, le Temple en tant que structure et entité des Templiers. Et voilà le Concile de Vienne où tout le monde se réunit. C'est les grands messieurs, il y a du religieux, il y a du politique, il y a du guerrier, il y a du royal, et puis il y a les prêteurs sur gage, bien entendu, et tout le monde rentre dans la ville de Vienne et on va faire le concile, voilà. Et voilà que 2 ou 3 jours après, parce que les palabres, on parle beaucoup, on prie beaucoup, et on mange surtout beaucoup, et on refait beaucoup le monde. Et voilà qu'un jour, 2 jours après, Vienne est fortifiée et les soldats viennent déranger cette assistance assidue, très appliquée à tout ça. Et elle leur dit, on ne voudrait pas vous déranger, mais il faudrait que vous veniez voir un petit peu sur les remparts ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est très simple. On estime qu'on est vers 8h du matin, il fait grand jour, et les soldats qui sont sur les remparts voient arriver des hommes en armes, des hommes avec les manteaux frappés de la Croix-Rouge, et ce sont des guerriers templiers qui viennent caracoler sous les murs de Vienne. Alors bien entendu, un peu avant, lors de l'arrestation de l'ordre du Temple, l'arrestation de Nogaret, qui est un chef-d'œuvre de la lettre à cachet, c'est-à-dire on va faire une rafle. C'est probablement la première rafle de l'histoire de France. Rassurons-nous, il y en aura d'autres. Les rafles de Nogaret vont être modèles, hein, il y en aura d'autres, et des pas si vieilles que ça. Peu importe. Et on nous dit, les historiens nous disent, ça a été prévu, et les lettres à cachet arrivaient dans la sénéchaussée, chez les sergents, en leur disant, tel jour, à telle heure, vous allez arrêter tous les hommes dans cette maison templière. De partout en France, à la même heure, on va aller arrêter les Templiers dans leur maison. Revenons à Vienne. Mais quand même, regardons quand même encore une petite chose. On nous dit que ça a été un succès. Un coup de filet, personne n'en a réchappé. Oui, sauf simplement qu'aux Archives nationales de Paris, on nous montre un document de l'époque de l'arrestation des Templiers, avec une phrase extraordinaire qui dit la chose suivante: « Si sont les frères qui s'en sont fouis. » Ici est la liste des frères qui ont fait la valise. La nuit de l'arrestation, parce que les Templiers ne savent pas qu'on va les arrêter, évidemment. Hein, une rafle, pour que ça marche, on ne le dit pas. Et tout simplement, ils sont sur les routes. Les routes templières sont un exemple de sûreté. Ils patrouillent jour et nuit, sans arrêt. Qu'il pleuve, qu'il vente, ils patrouillent. Et les brigands se tiennent un tout petit peu à l'écart de ce réseau. Ce qui fait que lorsque ces hommes en armes, qui viennent de faire leur tour de garde, arrivent à 6h du matin dans leur maison, ils voient des soldats du roi et ils se disent « Qu'est-ce qui se passe ? On va attendre. » Et ils repartent dans le bois et ils attendent. Ces hommes ne seront pas arrêtés, on ne les trouve pas sur les listes. Ils font la valise. Voilà où je veux en arriver à Vienne. On nous dit que sous les murs de Vienne viennent caracoler 800 Templiers en tenue de guerre. Mais, dans les notes qui sont plus précises, on nous dit que l'équipement semble en parfait état, y compris les hommes et les montures. Ce ne sont pas de pauvres bougres qui ont été traqués comme des sangliers ou comme des animaux par des chasseurs. Les armes sont en parfait état et hommes et chevaux sont aussi en parfait état. Et ils caracolent autour des murs de Vienne. Ça dure une journée. Évidemment, on ferme les portes.
que quand même les Templiers ont la réputation, aux croisades, d'avoir été, on nous dit, autant respectés par les Sarrasins, qui les considéraient comme des guerriers extrêmement redoutables et honorables, que par le côté franc, où ils disaient heureusement qu'ils sont là à certains moments. Hein. Ils ont l'habitude du combat, ils sont disciplinés, ils ne sont pas trop là pour le pillage, ce sont de bons guerriers, ils ont cette réputation. Bien. Et quand même, les autres disent non seulement ce sont des hommes qui ont l'habitude de la guerre, qui ont l'habitude du combat, mais ensuite ils ont un œuf appelé avec nous. On les a quand même détruits, on a détruit leur maison, leur ordre. Alors ils sont 800, ils vont tourner là autour. Qu'est-ce qui va se passer? On n'attendait pas. On n'a pas préparé un siège. Non, les Templiers vont caracoler une seule journée. Et le soir, ils disparaissent. Mais ils sont venus se montrer et montrer une puissance. Ils étaient en tenue de guerre. Ils n'étaient pas là avec leur petit manteau, leur petite épée, leur petite cape, là comme ça, sur un petit cheval qui caracole devant tout le monde. Pas du tout. Pas du tout. Ils sont là au cas, eh bien, ils sont prêts à faire le coup de poing. Alors quand on nous dit 800, je pense qu'on amplifie. J'espère que non. Mais 800, même s'ils étaient que 600, 500, 400, 300, 200, 100, et même s'ils étaient que 50, et même s'il n'y en avait qu'un, ça en serait toujours un de trop. La rafle de Nogaret a été un pétard mouillé. La preuve, ces hommes, entre 1 et 800, faisons une cote mal taillée, disons 200 hommes. C'est jouable, 200 hommes, de les maintenir en bonne forme, de leur fournir des montures, des armes et des manteaux en bon état. 100 hommes, c'est rien du tout. Eh bien, ils sont en trop. Et c'est ce qui va inquiéter les Viennois. Parce qu'ils se disent, merde, il y en a quand même pas mal, il y en a quand même un peu trop qui ont réussi à passer à travers les mailles. Et s'ils nous attendent à la sortie, il faudrait bien qu'on sorte de la ville de Vienne un jour ou l'autre. Et s'ils sont dans les bois en disant, en fait, on a ces petits comptes à régler avec vous, messieurs, les prélats, les sergents, les hommes du roi, des lois, et puis ceux qui les ont brûlés. Et ils disent, on vient vous demander des comptes. Eh bien, on va hésiter à sortir. Alors évidemment, on sortira, et ces Templiers qui sont venus se montrer qu'en fin de compte, leur mémoire était toujours vive, au moment du Concile de Vienne, qui les bannit à jamais. Hein. Et bien, à partir de là, je me dis, au fait, où sont-ils passés, ces hommes de Vienne, qui tournaient autour de Vienne, et qui ont quand même semé l'inquiétude. Parce que s'ils ont pu faire ça à Vienne, qui était quand même une ville fortement défendue, ils peuvent faire ça sur une ville un peu plus modeste, bien moins défendue, avec d'autres murailles et d'autres garnisons faciles à renverser. On ne les verra jamais plus nulle autre part, ou du moins en tout cas, ce n'est pas signalé nulle autre part. Alors évidemment, à partir de là, je risque d'ouvrir une porte sur nos discussions suivantes. Ils n'ont pas pu aller bien loin. Ils ont peut-être dû changer de sénéchaussée, de province. Il suffit de passer le Rhône. Comme dirait Georges Brassens, il suffit de passer le pont. Hein. Et de l'autre côté, on est sous une autre juridiction. Donc il faut que tout un tas de choses se remettent en place. On disparaît. Du viennois, on passe en pilat. Observons que certains ordres religieux, évidemment, auront, à partir de là, une recrudescence de volontaires hommes qui veulent rentrer dans leurs ordres religieux. C'est ce que j'appelle, moi, une crise de foi. Et à partir de là, effectivement, le Concile de Vienne va nous montrer qu'effectivement, autour, voire de l'autre côté, de l'autre rive du Rhône, des hommes du Temple, ou d'autres d'ailleurs, ont pu faire la valise et trouver refuge dans les bois si hospitaliers et bienfaiteurs et protecteurs du massif du Pilat.